Ils n'auraient pas le dire El Gringo, c'est son surnom. C'est comment son surnom? El Gringo. El Gringo. Ben, vous pourrez l'appeler comme ça, puisqu'il va y avoir une interactivité. Hein. J'ai cru comprendre, John, que vous allez en permanence communiquer avec le public lors de votre présentation. Oui, je pense que c'est bien de faire comme ça, de parler de ce qu'on a, cette approche hybrid style, et après, à la fin, peut-être avoir les questions-réponses aussi, si les gens sont intéressés. Dans la présentation, c'est quoi que vous mettez en avant particulièrement? Des techniques, des appâts particuliers? Un peu de tout, c'est une approche. Dans le titre, c'est hybrid style, c'est la pêche des carpes et des silures ensemble, qu'on a pratiqué depuis plusieurs années. Ensemble avec Antoine? Oui, ça fait pas mal d'années qu'on pratique cette pêche. En fait, pour ma part, ça fait déjà 14 ans. Donc voilà, quoi. Donc je vais essayer de ne pas trop dévoiler. Depuis 14 ans, depuis le premier salon organisé ici, à Montluçon, en 2000. Une date anniversaire. Oui, c'est une date anniversaire, absolument. Super. Alors, John, avant de vous laisser avec votre public, où est-ce que l'on vous retrouve, vous, sur le salon, sur le forum? C'est sur le hall A, stand A22, et puis on vous invite à venir, parce que là on a... C'est le stand Big Carp? Stand Big Carp dans la hall A. On aura 45 minutes, 50 minutes à vous montrer donc, cette conférence. Et il y aura certainement d'autres questions, d'autres choses à parler, à discuter sur le stand avec nous, donc n'hésitez pas à venir nous... Voilà, à la fin de la conférence ici dans la salle, et ensuite venir sur le stand, tout est possible hein, dans le hall A, le stand Big Carp. Voilà, c'est ça. Alors il va se passer plein de choses là pendant 50 minutes. On va vous laisser avec votre public. Mesdames, Messieurs, applaudissements une nouvelle fois s'il vous plaît pour John Moulin et Antoine Gonzalez. Merci pour eux, ça donne de l'entrain. Donc il y a 2 ans, j'avais présenté une conférence ici avec Thomas Flöger sur la pêche hybrid style qu'on avait pêché depuis plusieurs années. Depuis cette conférence, on a beaucoup travaillé sur cette approche, beaucoup avec Antoine qui est un spécialiste aussi bien des carpes mais surtout pour les silures qu'il aime beaucoup pêcher dans le sud de la France où il habite. Et on va vous présenter une conférence sur notre approche de carpes et silures hybrid style. Voilà, je passe la parole à... Merci John. Moi je vous dis bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai pas eu l'occasion de vous saluer. En fait, comme vous avez entendu tout à l'heure, hein, ça fait 22 ans que... Pardon, ça fait depuis l'année 2000 que donc je pratique cette pêche. Un petit peu comme vous, sur nos fleuves ou sur nos lacs, quand on pêche la carpe, il y a de plus en plus de silures donc, qui se faisaient prendre. Et moi justement, avec la prise de ces silures, ça m'a vraiment fasciné. Et j'ai voulu en savoir plus comment les attraper. Et comment essayer vraiment d'optimiser mon amorçage carpe pour attraper ces poissons. Donc on va essayer de vous expliquer un petit peu tout ça avec John qui va commencer avec la première partie. Voilà, en fait, je vais prendre un petit pas en arrière pour... il y en a parmi vous peut-être qui ont vu la conférence il y a 2 ans, mais on va commencer avec un petit historique de cette pêche et comment on a commencé. Donc en fait... J'avais commencé moi personnellement il y a quelques années avec Thomas Flöger et Guy sur le Rhône où on a pris des très belles carpes et aussi des silures. On a vu la réaction très rapide des silures sur nos appâts et on a commencé à discuter comment est-ce qu'on pourrait adapter notre approche spécialement pour ces 2 poissons. Donc on prenait des belles carpes et aussi des beaux silures. Et c'était des discussions avec Thomas et Guy au début qu'on avait cette idée d'avoir un appât qui était de la pâte à l'intérieur, donc la pâte crue, et cuite à l'extérieur, pour avoir une attraction très rapide de la pâte et un appât qui tient la route pendant une vingtaine d'heures. Et donc là on voit bien la partie crue à l'intérieur d'un hybride. Et on a commencé avec des... En fait, la première fois qu'on l'a fait, on avait commencé avec des hybrides immenses qui faisaient 100 mm de long et 50 mm de large. Donc vraiment des très très gros appâts. Et on a même pris des carpes d'une quinzaine de kilos avec des appâts énormes comme ça. Donc comme quoi il ne faut pas hésiter de mettre des gros appâts des fois.
Mais en fait, on a vu que c'était vraiment trop gros. On n'avait pas besoin de pêcher avec des appâts aussi gros. Et un appât de taille environ 30 mm en diamètre et 35 à 40 mm de long, c'était la taille idéale. Et j'ai commencé à mélanger, faire une combinaison d'un mix flottant, donc le Fluopop Mix, avec le mix hybride pour faire des éches qui étaient soit équilibrées ou soit flottants. Donc même à ce moment-là, on commençait à évoluer cette pêche. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'évoluer vraiment bien. Beaucoup de nos essais au début étaient sur les grands fleuves. Donc là, au niveau des éches, on n'hésitait pas à mettre des gros appâts. Là, c'est un hybride, un snowman, un bonhomme de neige avec un hybride et un hybride flottant. Donc ça fait un très gros éche. Mais même les carpes de 10-12 kg, ils arrivent à engamer ça sans souci. C'est aussi une pêche, je dirais, pêche hybride style qui se partage entre amis. Parce que surtout quand on prend une grosse silure, c'est un poisson qui est très difficile à manipuler tout seul. Et en plus, on prend beaucoup plus de plaisir dans ce type de pêche en pêchant en deux ou même à plusieurs. Un poisson comme ça du Rhône avec Thomas et Antoine, c'est difficile à manipuler tout seul. Petit à petit, on commençait à développer la recette et cette idée des hybrides. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur la recette, je vais en parler un peu après, qu'est-ce que c'est cette recette. Mais en fait, je l'ai développée dans le sens des bouillettes. Les hybrides, c'est cru à l'intérieur, cuit à l'extérieur. Et j'ai pris la même recette pour faire ce qui est devenu la gamme Psycho. Donc, c'est les bouillettes faites avec la même recette. Donc, c'est la même recette et deux appâts associés. Et on voit bien on a bien vu qu'une association entre l'amorçage des bouillettes Psycho avec quelques hybrides au milieu, c'est une approche déjà qui commençait à porter ses fruits. Et j'avais pris la même approche en combinaison de mix flottant avec le mix hybride pour faire des bouillettes Psycho équilibrées, flottant et aussi des bouillettes au fond pour amorcer. Donc ça a fait carrément une petite gamme de bouillettes. Là, on voit Guy en hiver, pendant les tests avec ses appâts, des gros appâts, c'est équilibré entre 32 mm. On prenait des beaux poissons comme ça. Donc j'aimerais parler un petit peu de cette recette, des recettes en général en fait, pour expliquer mon approche et pourquoi, quel type d'ingrédients on utilise et pourquoi. Dans toutes les recettes carpe, silure maintenant aussi, mais carpe, il y a besoin de ce qu'on appelle les macro-éléments. Ça peut être le maïs, le soja gras, le semoule. Ça, c'est des éléments qui sont très importants. Ça apporte des hydrates de carbone, donc de l'énergie pour le poisson. Et ça représente une bonne partie, un bon pourcentage du mix. Bien que c'est les éléments qui sont assez simples, il faut quand même penser à la fraîcheur des ingrédients. C'est hyper important, autant pour le goût que pour l'apport nutritif. Je vais en parler un peu après, parce que l'apport nutritif de l'appât est extrêmement important pour avoir un appât performant. Voilà, un autre ingrédient important dans cette recette pour les hybrides, c'est les fish meal. Il y a beaucoup de différentes sortes de fish meal et c'est important de choisir des fish meal de très bonne qualité qui ont été traités avec une basse température parce que comme ça ce fish meal de basse température a toujours un très bon goût, une très bonne odeur et un bon apport nutritif en vitamines, minéraux, protéines. Donc normalement sur mes recettes, comme pour la recette des hybrides et des psychos, je mélange deux ou même trois farines de poisson ensemble, donc trois différentes farines de poisson. Et ça, une raison pour ça, c'est que tous les différentes farines de poisson ont un profil en protéines, en acides aminés différents. Donc au moment qu'on mélange différentes farines de poisson ensemble, on a un profil plus complexe. Et quand c'est plus complexe, ça intéresse les carpes, les silures, tous les poissons davantage.
En fait, suivant même les études approfondies sur ces sujets, plus que votre appât est complexe en nutrition, plus que ça intéresse les poissons, et surtout les gros poissons. D'autres ingrédients que j'ajoute qui sont importants sont des bird food, le robin red et des levures. C'est un sujet, on pourrait faire toute la conférence sur ce sujet, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails. Après, si vous voulez poser des questions sur le stand, je pense que c'est le moment d'en discuter. Mais là aussi, tous les ingrédients, c'est très important que ça soit frais. Je vous donne une petite idée. Si vous avez des chats ou des chiens, si vous proposez au chat une assiette de croquettes, et à côté vous mettez une assiette de foie frais, de viande frais, de poisson frais, c'est évident celui qui va prendre. Et pour les carpes, c'est la même chose. Le plus que votre appât soit frais, avec des bons ingrédients frais, le plus que le poisson il va attirer, comme le chien. Autres ingrédients sont ce type, là c'est du krill que j'ajoute en petit pourcentage, 25 grammes à 50 grammes de krill dans la recette. Ça a un autre rapport d'acide aminé et un autre, ça augmente la valeur gustative. Donc en fait, là je parle de la partie de l'appât, c'est la partie nourriture, je dirais. La partie que pour le poisson, c'est tout ce dont il a besoin pour vivre. Après, normalement, dans un mix, déjà un bon mix, sans addition d'arômes, sans addition d'autres attractants, le mix en lui-même, il est très attractif. En fait, ça marcherait super bien en prenant ce mix avec des œufs et rien d'autre. Mais on ajoute des arômes et des attractants, déjà pour augmenter la valeur gustative et la valeur attractive de l'appât, mais aussi la partie nutritive. Et dans cette recette, il y a deux arômes. Un qui est très bien connu, je pense, de tout le monde, c'est le monstre crabe. C'est sur une base monopropylène glycol. Monopropylène glycol, c'est soluble dans l'eau. Donc il a une diffusion assez lente, mais il diffuse très très bien dans l'eau. Le maigret salmon, il a une base huileuse. Donc lui, il a tendance à aller vers la surface et il a une diffusion plus lente. Donc déjà, avec une combinaison d'arômes, on a une attraction rapide et une attraction dans le temps. Ces deux arômes, autant que surtout les arômes qu'on fabrique chez Bicarp, sont des arômes que ce que j'aime bien appeler des arômes attractants. C'est pas simplement pas aromatiser la bouillette, c'est aussi en lui-même un attractant. Donc pour moi, c'est très très important. Ça donne pas simplement l'odeur, mais aussi le goût et l'attractivité. Autre chose importante dans cette recette, il y en a deux choses complètement différentes. C'est le bingo superfood. Superfood, c'est des extraits d'anchois de poisson, extraits comme des hydrolysates de poisson, et des hydrolysates crustacés aussi. Donc ça, c'est des hydrolysates. Le HTD, en fait, on l'a appelé HTD parce qu'au niveau odeur, c'est une odeur horrible. Et on recherchait un nom. Et il y a quelqu'un dans le team qui m'a dit, mais c'est comme la haine du diable. Je dis, ah oui, ok, HTD, c'est pas mal ça. Donc on l'a appelé HTD. HTD, c'est un mélange d'acide organique, type butyrique. Vous avez peut-être entendu parler d'acide butyrique, aussi acide propionique. Ils sont tous des acides organiques. Et ces acides, c'est des éléments que le poisson il retrouve naturellement dans l'eau, dans son environnement. Après, je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient. Mais c'est des acides organiques que le poisson il reconnaît tout de suite comme une bonne nourriture. Donc, la carpe, il sur tous les poissons, comment est-ce qu'il trouve la nourriture? Qu'est-ce qu'il recherche? Toute sa nourriture, si c'est une ver de vase, si c'est une écrevisse, un moule, il a besoin de métabolisme, de respirer. Et je ne sais pas les bons mots en français, mais il chie dans l'eau. Okay. Une partie de la digestion va pour lui, mais il y a une partie toujours qui va dans l'eau. Dans cette partie-là, il y a des éléments qui sont à moitié digérés.
Donc les protéines qui sont un peu digérées, ça donne les acides aminés. Dans les hydrates de carbone, ça donne des sucres, des glucides, il y a des graisses, il y a des acides gastriques. Et tous ces éléments vont dans l'eau. Et dans l'eau, ça fait ce qu'on peut appeler une odeur ou un goût pour le poisson. Donc les carpes, c'est ça qu'ils sentent dans les narines, dans la bouche. Et c'est ça qu'ils recherchent. Parce que pour eux, cette odeur, c'est de la nourriture. Et dans la carpe, dans les narines et dans la bouche, elle a des papilles gustatives très évoluées, très très sensibles. C'est comme ça qu'ils sentent leur nourriture, même d'assez loin, même de plusieurs mètres. Dans l'eau, s'il y a des éléments solubles, le poisson, il les sent et les goûte avec les papilles gustatives. Même si on prend l'appât dans la bouche. Ou même si c'est un tapis de moule ou d'écrevisse, il sait que c'est de loin. Et chez la carpe, l'endroit où il y a la concentration le plus importante de papilles gustatives, c'est sur la voûte du palais, c'est dans la haut de la bouche. Donc la carpe, elle aura senti dans l'eau qu'il y a quelque chose d'intéressant, une nourriture, elle approche, elle prend ça dans sa bouche, et puis après, avec la langue qui est en bas, elle appuie la nourriture contre la voûte du palais. En fait, pour goûter, qu'est-ce que c'est? Et si ça lui plaît, elle avale, elle l'écrase avec les dents pharyngiennes, et puis elle mange. C'est comme ça qu'elle mange. Et il y a une concentration de papilles gustatives sur la voûte du palais qui est très importante. Je vous laisse lire juste ça parce que c'est important. En fait, là, donc, si vous avez bien compris ce que je voulais dire là, c'est que une grosse carpe, si vous cherchez des gros poissons, ils sont très très sensibles à cause du grand nombre de papilles gustatives, aussi bien dans la bouche que les barbillons et même sur le peau. Quand vous voyez les carpes qui sortent contre le fond, des fois, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons, mais aussi ils veulent goûter parce qu'il y a des papilles gustatives. Et une grosse carpe qui est extrêmement sensible, si votre appât est trop fort en odeur, par exemple, vous mettez un dosage trop fort d'un arôme ou un attractant, pour une grosse carpe, c'est extrêmement fort et ça ne lui plaît pas. Mais pour des petites carpes qui ont moins de papilles gustatives et des papilles gustatives moins évoluées, pour elles, ce n'est pas aussi fort, donc elles sautent dessus. Donc si vous recherchez les grosses carpes, mieux avoir des appâts sous-dosés. Cette explication, c'est une des raisons pour ça. C'est la même chose vous avez peut-être tous eu l'occasion de faire un amorçage assez compact. Et bien, après de mettre une canne en dehors de l'amorçage, et c'est cette canne qui prend le gros poisson. Une des raisons, déjà, les gros poissons, ils sont méfiants, donc ils savent que l'amorçage, ça fait peur. Donc ils restent un peu à l'extérieur. Mais c'est aussi à cause de cette raison. Parce que au milieu, il y a une concentration d'odeur qui est trop fort pour lui. Donc il tourne un peu autour, il prend quelques bouillettes ici par là, il tombe sur le lèche et vous le prenez. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que les amorçages bien éparpillés se prêtent très bien pour les gros poissons. Chez le silure, c'est la même chose. Il a des papilles gustatives partout, aussi sur le peau et sur la tête et sur les antennes. Une chose très intéressante pour le silure et aussi la carpe, c'est que sur les antennes avec les papilles gustatives, ils sont évolués pour cerner la concentration des éléments dans l'eau, donc les odeurs de nourriture. Donc ce qui se passe, c'est que le silure, il a donc les deux antennes bien espacées. Si sur la gauche, il y a une concentration plus forte de quelque chose à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la gauche. Après, quand la concentration commence à diminuer sur la gauche et c'est plus fort sur la droite, il se remet, il approche, et il fait un peu comme ça. Puis après, avec sa grande gueule, il ouvre l'œil, il prend. C'est comme ça qu'il trouve sa nourriture. Et la carpe, c'est exactement la même chose avec les barbillons. Donc la nuit, quand c'est tout sombre,
quand vous vous demandez comment est-ce que la carpe a tombé sur mon lèche, c'est comme ça qu'ils trouvent. C'est avec les barbillons, ils savent que c'est soit à gauche ou soit à droite. Et ça montre aussi la sensibilité très évoluée des papilles gustatives sur les poissons. Donc je vais juste vous parler dans l'évolution de cette pêche hybride style. On a fait beaucoup sur les grands fleuves, type le Rhône, la Seine, les grosses fleuves, mais aussi sur les très grands lacs et sur les petits lacs, les étangs surpêchés. Ici, j'avais été invité de tourner un film en Italie sur un grand lac qui s'appelle Bolsena. C'est un immense lac volcanique qui est magnifique. Et de montrer la pêche hybride style. En fait, on a mal tombé parce qu'on voit bien que le lac, il n'y a pas de vent, ce qui n'est pas bon pour les grands lacs. Pas de vent, beaucoup de soleil. Et la journée, on n'avait pas de touche, donc on avait le temps de filmer, mais la nuit, c'était là qu'on avait les touches. Et pour cette pêche, en fait, ce lac, le fond il est très régulier. Et on a trouvé des herbiers jusqu'à une centaine de mètres du bord où il y avait 6-7 mètres de fond. Et donc l'approche, c'était assez simple. On était deux à pêcher. On a mis un repère à droite, juste dans les herbiers à 80 mètres. Et un autre repère à gauche à 150 mètres plus loin, mais à 150 mètres du bord. Et ça fait une ligne en diagonale pour essayer d'intercepter les poissons qui longeaient la bordure, en fait, entre 5 mètres et 10 mètres de profondeur. Et dans cette ligne, on a éparpillé des bouillettes, et d'ici par là, quelques hybrides et quelques hybrides concassés dans l'amorçage. C'est une technique, une approche qui marche très bien sur les grands lacs. Et ce lac Bolsena, 10 minutes avec une épuisette, donc on voit la nourriture naturelle. C'est pour ça que là-bas, surtout les communes, c'est des communes immenses avec beaucoup de puissance, et c'est ça qu'elles mangent. Et des fois, pour détourner les carpes qui mangent la nourriture naturelle, comme ça, c'est pas toujours facile. Et donc la nuit, c'est Giancarlo Emidi, il est bien connu en Italie. On a fait des très, très beaux poissons la nuit en pêchant comme ça. Et au niveau de lèche, on pêchait avec soit un psycho équilibré ou carrément une hybride sur les cheveux. Donc on a éché comme ça, soit un hybride pop-up hybride ou un équilibré psycho entre deux. Avec des gros éches comme ça, c'est très important d'avoir un cheveu assez long, même très long. Il ne faut pas hésiter de mettre un cheveu qui fait au moins entre la courbure de l'hameçon et la bouillette ou l'hybride flottante comme ça, on peut mettre bien 2 cm. Les gros poissons, ils ont des grosses bouches, donc ça permet l'hameçon d'avoir la liberté qu'il faut de se retourner, d'accrocher correctement. Voilà, ça c'était l'amorçage qu'on avait des hybrides avec un amorçage de bouillette psycho. Il est superbe comme lui. Donc après, ça c'était sur les grands lacs. Ici, c'est un lac de 12 d'hectares qui abrite petite population de carpes, mais des carpes très grosses, très méfiants, beaucoup de pression de pêche. Donc là, l'approche était un peu différente, et donc je pêchais plutôt avec des bouillettes. J'amorçais avec la bouillette, bien éparpillée, parce que j'ai cherché toujours ces gros poissons, pour la raison que j'ai dit avant, bien éparpillé sur la zone, et d'ici là, aussi quelques hybrides, et des hybrides concassés. En fait, l'idée, c'est pour augmenter l'attraction avec les hybrides, mais que la nourriture, en fait, c'était plus les bouillettes. Et sur le cheveu, je mettais une bouillette comme les bouillettes d'amorçage. Et c'est une technique qui marche donc aussi bien sur ces lacs où il y a beaucoup de pression de pêche que sur les grands lacs et les grands fleuves. Voilà une photo de John Baker avec un très gros poisson. Je travaille beaucoup avec John pour tout ce qui est des arômes et des attractants. Pas besoin de commentaires.
Voilà, donc ça c'est un petit peu la partie, je dirais, carpe, et pour la pêche avec les hybrides et les psychos. Mais maintenant, je vais passer la parole à Antoine qui va commencer à vous parler de l'approche vraiment hybride style, carpe et silure. Donc là, cette photo, elle seule, elle explique un peu la pêche qu'on pratique, puisqu'elle montre les deux poissons qu'on recherche. Il faut savoir qu'à la pêche, même si avec John, on fait les choses assez sérieusement, parce que bon, quand même, on aime prendre du poisson, on fait aussi les couillons, on va dire chez moi, dans mon midi. Voilà. Donc on aime bien aussi faire les ânes au bord de l'eau. Donc au niveau de cette pêche, pour continuer à développer les appâts, on a beaucoup travaillé sur les grands fleuves, comme vous a dit John tout à l'heure, le Rhône. On a travaillé sur la partie sud, puisque c'est pratique pour moi, donc le Rhône, le Tarn. Après on est parti un peu sur l'Espagne, sur l'Èbre, et on s'est rapproché aussi des fleuves côtiers qu'il y a dans le sud de la France, ici notamment l'Hérault. Alors voilà un peu le type de plan d'eau qu'on trouve, de cours d'eau qu'on trouve au niveau des fleuves côtiers. Au niveau du profil, c'est un profil typique. Là où vous avez les croix, en fait, c'est les zones qu'on amorce. Et sur la partie basse, au niveau où c'est qu'il y a un dépôt de vase, cette zone-là, en fait, elle va avoir une importance capitale pour trouver le poisson qu'on recherche, c'est-à-dire le silure. En fait, on essaye de diviser l'amorçage en deux. La partie basse pour une pêche silure, un amorçage assez groupé, et sur la partie haute, un amorçage de part et d'autre de la rivière ou du fleuve, un amorçage très dispersé. Ça permet en fait, tout simplement, ça rejoint ce qu'a expliqué John tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on concentre le maximum, du moins on essaye, c'est de la théorie, on essaye de concentrer un maximum les silures sur la partie basse et sur les parties, sur les côtés, les carpes. De temps en temps, bien sûr, on prend une carpe sur la partie basse et bien sûr des silures sur la partie haute. Et aussi, on peut dire que cet profil qu'Antoine vous montre, c'est un profil typique qu'on trouve dans toutes les rivières en fait. Avec des segments profonds, après il y a une fosse et ça remonte sur un fond de l'eau. Et souvent derrière où il y a la fosse, ça commence, les poissons ils se mettent un peu à l'abri du courant et c'est une zone de repos. Donc ils sont là, ils attendent et puis après quand ils commencent à avoir faim, ils bougent et puis ils vont chercher à manger sur les zones d'alimentation. Comme on peut voir sur la photo, en fait on a le sens du courant qui est dessiné. Il y a une particularité vraiment à faire attention suite à ce que a dit un peu John, c'est que par rapport au sens du courant, il y a toujours, même à 99% des cas, un dépôt de vase qui se forme. Donc contrairement à cette partie-là, si on venait à vouloir chercher des poissons, sur la zone de repos qu'on déconseille, mais on va le voir tout à l'heure sur la prochaine image, ou les suivantes, en fait, il faut vraiment sonder correctement, de vraiment pêcher à la limite de cette vase, de ne pas vraiment poser les montages dessus. Donc voilà, après, s'il y a des personnes un peu du coin au niveau de l'Hérault, donc ils reconnaîtront les endroits. Voilà le style de carpe qu'on prend. Pourtant, ce sont des carpes combatives, mais là, on voit apparemment que je suis en train de m'endormir. Donc, encore une autre carpe, mais qui a quand même une importance, cette carpe, parce qu'avec John, on était parti, là aussi vous verrez des photos de ça un petit peu après, on était parti faire un amorçage sur notre spot en barque, et on avait un ami qui devait nous rejoindre, Sébastien Julien, il est devant, là, par là, il se cache là, de suite il s'est baissé un petit peu, il a fondu un petit peu. En fait, il devait venir nous rejoindre, nous rendre visite.
Et à notre arrivée, il nous avait préparé un petit déjeuner, mais alors, comme on sait faire dans le sud, avec croissant et tout ce qu'il faut. Et juste, on s'installe, à peine on s'installe, le chocolat, café, ce qu'on avait était chaud. En fait, il y a un départ sur la canne à John. Donc, pour encore augmenter le truc, en fait, Sébastien, en fait, il n'avait jamais vu John, donc c'était sa première fois, donc il était tout... voilà. Et en plus, quand nous, on était si bien installés, après avoir passé la matinée dans le bateau, il a eu le départ, et bien John lui a dit, vas-y, on va prendre la carte. Alors, en plus de rencontrer John ce jour-là, et bien, en plus, il a fait une carte sur la canne à John, donc je pense que ça se souvient énormément, quoi. Voilà un petit peu le... Donc alors là, sur cette image, lorsqu'on trouve ce style de spot, là vous pouvez vous dire que vous avez 80% de votre pêche qui va être quasiment assurée. Parce qu'on a une zone de repos qui est souvent une fosse. On ne l'a pas dessinée là, mais souvent sur ces fosses, dans les fleuves, elles sont parfois encombrées d'arbres. Donc c'est vraiment une zone de repos par excellence. Il y a une remontée qu'on appelle zone de passage. Et ensuite, par rapport, toujours pareil, on recherche le silure sur cette partie-là, il y a une zone de chasse. Donc ce qui veut dire que les silures qui se reposent sur la fosse, en fait, ils empruntent tout le temps cette zone qu'on a appelée zone de passage pour aller chasser soit les carpes qui se trouvent dans la partie peu profonde, soit brin ou autre, on va rester sur la carpe, et faire un amorçage sur cette zone-là. En fait, c'est vraiment, stratégiquement, c'est vraiment par là, puisqu'on a toujours des résultats sur cette partie. Je pense que c'est intéressant à dire, ajouter que sur la zone de chasse des silures, quand vous pêchez avec des hybrides ou des psychos sur ces zones-là, on ne prend pas des silures, on prend des carpes en fait, parce que les silures sont en mode de chasse. C'est pas ce moment qu'ils prennent des apports sur le fond. Et ça, on a eu pas mal de questions des gens qui ont pêché certains endroits où ils savent qu'il y a du silure, ils ne les prennent pas et puis ils ne comprennent pas, parce que quand ils passent avec une cuillère, ils les prennent. Mais il y a des explications un peu comme ça. Le silure, il y a des zones ou des moments de chasse, quand il ne va pas manger sur le fond, et d'autres moments, d'autres zones, comme il l'explique Antoine, où c'est propice pour les pêcher au fond. Un dernier point très intéressant, aussi, vous pourrez vous dire finalement, si vous trouvez où dorment les silures, pourquoi pas les pêcher à ce moment-là, quoi, sur la partie, puisque dans 6 mètres d'eau, ce n'est pas des profondeurs qui sont négatives pour la pêche. Il faut rester dans l'esprit qu'en fait, ce qu'on veut, c'est attraper plusieurs silures, sauf si vraiment on n'avait que très peu d'heures à pêcher. Mais sur une campagne d'amorçage, il faut toujours éviter, je fais même ça pour la carpe, et il faut toujours éviter d'amorcer en fait sur les zones de repos, que ce soit carpe ou silure. Sinon, on prend du poisson assez rapidement, souvent très rapidement. Mais par contre, après, on se dit, mais pourquoi les carpes, en fait, on n'en prend plus? Parce que souvent, on fait l'erreur, je l'ai commise, on fait l'erreur de vouloir pêcher trop près des zones de repos, quoi. Donc du coup, les poissons, ils se déplacent assez rapidement. Donc voilà, sur ce type de fond, les poissons qu'on peut prendre. Voilà, donc on voit qu'avec les méthodes qu'on emploie pour la carpe, un silure, il est super bien piqué aussi. Donc, comme vous a parlé tout à l'heure John, en fait, l'attraction de l'appât, il a son importance. En utilisant des pattes d'enrobage sur les psychos, en fait, on s'est aperçu que sur des fleuves comme ça, comme l'Hérault, en fait, dès qu'on utilisait cette patte, on faisait beaucoup plus de poissons que sur un montage classique. Admettons un montage, voilà, même qui soit équilibré, avec un swinger, avec des bouillettes, le montage avec de la pâte d'enrobage était bien plus efficace. Voilà, une autre manière aussi d'amorcer, un petit peu comme l'a expliqué aussi John tout à l'heure, en utilisant des gros appâts. On utilise des hybrides qu'on coupe en 4 à l'aide d'un cutter. Alors au niveau de notre amorçage, en fait, tout simplement, sur les zones qu'on a vues tout à l'heure, on jette une certaine quantité d'hybrides coupés en morceaux et après d'hybrides entiers.
ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on utilise vraiment les deux parties de l'hybride intéressantes, donc la partie pâte et la partie cuite, pour la traction rapide et durée dans le temps. Et ça aussi, on peut faire en faisant un sac soluble ou une chaussette, ou même sur un Springer, des hybrides coupés en morceaux sont très très efficaces. Donc comme vous l'avez vu, nous la convivialité ça fait partie de notre culture et puis ça fait partie de la pêche. On mange bien dans le sud maintenant. N'est-ce pas? On a des personnes qui s'occupent bien de nous, nos épouses, donc du coup c'est très bien. Et voilà, donc des petits moments vraiment sympas au niveau de nos sessions de pêche. Et en plus on peut voir sur le fond, il y avait un poisson qui avait monté son bout de son nez. Quand on pêche des petits fleuves côtiers comme ça, ils sont souvent très encombrés, parce que les crues dans le sud, elles sont très fortes. On a la marque Carp Sounder, qui a développé un détecteur qui est fait pour la pêche du silure, le Carp Sounder. Il est fait pour la pêche à la bouée et aussi la pêche aux flotteurs sous-marins. Et en fait, finalement, pendant les tests, on s'est aperçu que les détecteurs comme ça, ils étaient vraiment intéressants aussi pour notre pêche, surtout pour les pêches au cassin. Quand on pêche, ou alors en téléphérique, suivant les endroits, on appelle ça la pêche téléphérique, c'est-à-dire avec le montage accroché à la branche sur un petit fil qui va casser lors d'un départ. Et ce petit concentré de technologie, mais finalement, est super intéressant pour notre pêche aussi de la carpe, d'un milieu encombré, ou bien sûr du silure en milieu encombré un peu moins, parce qu'il faut éviter quand même de les chercher trop près des obstacles, sinon on a du mal à les sortir. Mais justement, il en a, Thomas Foger en a sur son stand Carp Sounder, donc ça vaudrait le coup d'y jeter un petit œil. Donc voilà tout à l'heure de l'endroit que je vous parlais où, avant l'arrivée de Sébastien, on était allé amorcer. En fait, c'était une zone un petit peu comme on voyait tout à l'heure sur le schéma où il y avait la fosse. On amorçait là la zone de 1,50 m avec très peu d'eau. En fait, au niveau de l'amorçage, c'était surtout cette petite session-là, on a bien vu la différence dans le tactique d'amorçage si on pêche les silures ou les carpes. L'approche pour les carpes, c'est plutôt éparpillé. Et au moment qu'on pêche, on va en parler après de ce qu'on appelle technique avec le seau. Quand on pêche, on cherche plutôt le silure. Le silure, il est très gourmand. Au moment qu'on met un paquet sur un coup, on cherche plutôt les silures que les carpes. Voilà. Donc sur ce poste, comme vous l'a dit, on n'a pas attrapé de silure, on a fait que des carpes de taille moyenne. Par contre, c'était vraiment des furies, quoi. Elles se battent vraiment bien, quoi. Donc ça a été juste une pêche rapide en bateau pour laisser reposer en fait tout simplement le campement que vous avez vu avant, pour pas trop y pêcher dessus non plus. Et chaque fois qu'on revenait, finalement, en faisant cette stratégie, on replaçait les cannes et les poissons, ils arrivaient assez rapidement. Donc là, on va changer complètement de registre. On va aller sur un fleuve qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus connu, avec une pression de pêche beaucoup plus importante. C'est l'Espagne, c'est le Rio Ebro. Qui dit l'Espagne dit soleil, moustique, mais pas toujours, parce que comme vous pouvez le voir, on a aussi rencontré des sacrés moments de tempête. Là aussi, le poste qu'on a choisi, il y avait énormément d'obstacles, énormément d'arbres déposés sur le fond, dû aux crues. Il y a eu, ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de crues sur les bras. Et les montages conventionnels, un peu comme celui-là, on a cherché à allonger le bas de ligne, on a vu que c'était vraiment une erreur de trop l'allonger. Enfin, les montages comme celui que vous voyez, finalement, ils n'étaient pas du tout efficaces, puisque là je viens de décrocher, je suis un peu dégoûté. Et le montage s'accrochait et le plomb s'accrochait, enfin voilà, c'était une sacrée galère. Donc là en fait, on a mis tout simplement une autre technique au point. La méthode du seau, en fait, c'est on met tout notre amorçage dans un seau. C'est super pratique, avec, comme vous allez le voir sur la photo suivante, en guise de plomb, on met un rapid clip. Tu vois, je me trompe quand même. Je l'avais dit que j'allais me tromper. En fait, c'est un speed clip. En fait, comme je ne parle pas très bien l'anglais, je parle à ma façon, quoi. Comme un sudiste. Donc du coup voilà, on fait un concentré d'amorçage.
Après, quand on parle de concentré d'amorçage, ça ne veut pas dire non plus des grosses quantités d'amorçage. Parce que là, quand je dis ça, ça peut peut-être faire sourire. Mais le but, nous, c'est pas de nourrir le poisson qu'on veut pêcher, c'est qu'il soit là, mais que nous, on l'attrape. Donc, toujours éviter de mettre des trop grosses quantités de pêche, d'appât, pardon, puisque les appâts, à eux, ils sont déjà très attractifs. Donc, ça suffit, quoi. Donc, on va voir sur la photo suivante, donc John, qui dépose le montage, se saisir du caillou, bien sûr, parce que là, on ne peut pas déposer comme ça. Et ensuite, une fois que John lâche le montage, en fait, dans l'eau, il baigne le seau d'amorçage au-dessus. Et là, on concentre sur un petit rayon. Par exemple, là, si je me souviens bien, il y avait 6 mètres d'eau, en moyenne 6 mètres, 6 mètres 50 d'eau. Donc, ce qui veut dire qu'à la descente, bien sûr, les quelques bouillettes qu'il y avait autour, elles n'étaient pas au pied. Hein. Ça s'éparpillait déjà un peu trop, même, à part d'aller le déposer en plongeant. Donc voilà les résultats, les premiers résultats en fait, qu'on avait. Surtout que ce jour-là, on avait la visite de notre ami David Marcillo, qui fait partie du team Bicarp Espagne, qui connaît d'ailleurs très très bien le Rio Ebro. Et on a pu échanger un petit peu sur l'Ebre. Tu as choisi des photos où j'avais mes sales têtes. Hein. J'ai fait exprès. Je savais qu'elle me faire un peu moche. Et donc voilà, toujours pareil, vous avez vu, il y a toujours le petit verre, je ne bois pas d'alcool, hein, même si j'ai les joues rouges, mais en fait, on aime bien tout ce qui est cappuccino, chocolat, pas trop café, parce que sinon je suis déjà nerveux d'origine. Mais la chance qu'on a eue, le fait d'avoir David avec nous, c'est qu'il connaît très bien le Rio Ebro, même si les premières pêches sur le Rio Ebro, ça va me vieillir encore, mais c'était en 97. 1997, j'ai une certaine connaissance de l'Ebro, mais pas bien sûr comme une personne qui la pratique beaucoup plus de fois dans l'année. Et donc, toutes ces observations ont été très intéressantes pour nous. Donc là, je vais laisser la parole à John pour qu'il nous explique l'image qu'on voit, tout simplement parce que les Rory scripts, je vais essayer de le dire, les Rory scripts qu'on avait actuellement en gamme chez Bicarp, ils n'étaient pas assez résistants pour faire des poissons de plus de 50 kg. Donc du coup, petit souci. Voilà. Donc c'est toujours notre ami Denis Lamalis qui creuse la tête pour faire nos accessoires. Et donc là, il a modifié légèrement le release clip. En fait, c'est un clip qui est prévu pour pêcher avec un gros poids, comme un gros rocher. Ça peut être même un rocher d'1 kg, même 2 kg. Ça permet de poser, comme le poids est pris sur le petit pièce en métal, le poids, quand on le pose, on peut le relever et le reposer pour le placer où on veut, sans risque de casser le caisson si on fait ça avec un fil ou avec un élastique. Ça permet de bien placer. En plus, ça permet, quand on revient au bord, de bien tensionner le fil sans risque de bouger le montage. Et après, quand il y a le départ, à chaque fois qu'il y a le départ, il s'enlève à chaque coup. Donc, et depuis que Denis a fait ce super petit bijou, pour nous c'est des bijoux, hein, désolé les femmes, mais c'est ça nos bijoux à nous. En fait, on n'a plus de problème, on n'a pas cassé pour l'instant. À ce jour, on n'a pas cassé là-dessus. Voilà. Donc, lors de ce séjour aussi, vous avez pu voir sur les photos précédentes, en fait, on faisait beaucoup de poissons, on faisait pas mal de carpes, pas mal de silures, mais on faisait que des petits poissons, en fait. C'est pas qu'on veut toujours chercher le gros poisson, mais comme on sait que dans ces eaux, il nage des très gros poissons, le but c'était de les prendre. Donc on a modifié plusieurs fois, enfin, on s'est creusé la ciboulette et rien n'a changé. On a continué à faire des petits poissons. Donc on a encore réfléchi, ça nous arrive des fois un peu trop. Première présentation en fait, qu'on a choisie, c'est d'utiliser des hybrides, mais John a une gamme d'hybrides qui s'appelle les Big Wall. Ce sont des hybrides en fait entièrement cuits, contrairement aux hybrides classiques, et qui sont donc cuits à cœur, c'est ça, cuits à cœur, et qui sont donc très durs. Donc on a préparé ça au niveau des montages, et ensuite on a préparé un autre montage pour essayer aussi de voir si on pouvait sélectionner du poisson en mettant deux hybrides.
Donc on a bien fait attention par rapport à la hampe de l'hameçon de laisser assez d'espace pour que le silure, puisque c'est ce qu'on recherchait, là aussi puisse bien se piquer. Et là on s'est dit bingo, on a trouvé la solution. Donc puisque peu de temps après, notre ami Jérôme qui est assis là, tout près, donc a pris ce magnifique poisson qui faisait 2 mètres 20 et quelques, je ne me souviens plus exactement, mais dans un peu plus de 2 mètres 20. Suite à ça, avec le même montage, on a pris cette carpe, qui n'était pas encore un poisson énorme, hein, c'était un poisson au-dessus de 10, et là on s'est dit, waouh, on a trouvé la solution, ça y est, on va arriver à sélectionner. Et bien une fois de plus, je suis allé un petit peu trop vite, hein, une fois de plus en fait non, puisque on croyait, en fait, on a dû tomber sur une série à ce moment-là de gros poissons. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que on a eu une petite réponse après en réfléchissant sur l'autre partie qu'on va voir après. C'est pour ça qu'on a modifié notre stratégie. Mais après, on a continué à faire en fait des petits poissons. Enfin, petits poissons, c'est toujours bien de dérouler plutôt que de rien prendre. Mais bon, là, c'était parce qu'on était venu chercher. Donc, du coup, on a décidé de changer de poste. Et on est descendu à un endroit que vous connaissez, que vous avez certainement entendu parler, à Mequinenza, la mecque de la pêche du silure. Et aussi maintenant de la carpe, puisqu'il se fait des très très belles pêches au niveau de la carpe. Et là, on a réfléchi, c'est là qu'on a réfléchi, on s'est dit, et finalement, pourquoi, dès qu'on a changé, on a pris des beaux poissons, alors qu'on ne les prenait pas avant, ou pas. Et en fait, sur Mequinenza, que je connais aussi très bien pour l'avoir pêché pendant des années, et j'ai commencé un petit peu mes premières armes en mode hybride, si je peux employer cette expression maintenant, parce qu'à cette époque-là, c'était pas du tout ça, mais en mode hybride, en fait, j'ai commencé à pêcher avec des bouillettes les silures là-bas. Et il faut pêcher, par contre, sur cet endroit, il faut vraiment pêcher relativement fin au niveau des montages, vraiment technique, en fait. Donc ce qu'on fait, on a utilisé, comme on voit là, des pelettes. Ce sont des pelettes à la bétaïne qui sont bourrées d'attractants. Et on les a additionnées avec des pelettes équilibrées qui sont également bourrées d'attractants. Donc on a joué sur un montage plus discret, puisque c'est un hameçon de 4, avec en fait, le fait de mettre le pellet équilibré, c'était pas pour équilibrer le montage. On a mis ça parce qu'en fait, la réflexion qu'on a eue, c'était que comme ils sont bourrés d'attractants, les pellets équilibrés, on allait jouer sur un petit montage, mais qui allait quand même bien diffuser au niveau de l'eau. Et là, on voit bien aussi la différence au niveau de la longueur du cheveu par rapport à l'ample de l'hameçon. Le fait que le montage est plus petit, on a un petit peu raccourci, mais pas trop non plus. Et là, bien sûr, on a eu vraiment de la chance, puisque, pas pour nos voisins pêcheurs, mais pour nous, puisque après avoir mis une petite stratégie au niveau de l'amorçage, on a rapidement pris des silures. Je pense que c'est ça intéressant à dire, qu'on avait des pêcheurs à côté de nous aussi, des guides de pêche même, qui pratiquent une pêche sur Mequinenza, sur les zones là-bas, je pense, on peut dire assez stéréotypées, depuis des années. Donc ils baignent des seaux et des seaux de palettes, et puis avec des très gros hameçons, très gros stress. Et on a fait beaucoup plus de poissons par rapport à ce qu'ils faisaient. Et on pense que les silures, comme les carpes, ils deviennent méfiants. Bien que c'est un très gros poisson, c'est pas une brute qui ne devient pas méfiant quand on le pêche beaucoup. Et comme il y a beaucoup de pression de pêche, au moment qu'on commence à affiner un petit peu notre stratégie, là on a vu une très grosse différence. Et ça tombait super bien pour ceux que notre pêche hybride style avec une pêche plus fin. Donc, vu que ça marchait, on avait la chance d'avoir Jérôme Cojol. Il est aussi timide que moi, donc des fois il se fait petit de suite aussi. Donc du coup, en fait, Jérôme, sa spécialité, c'est la pêche en grand lac. Et comme il pêche des endroits aussi qui sont vraiment peuplés de grosses brèmes, du coup il pêche avec des très gros appâts. Donc bon, il utilise notre gamme.
là-bas, et c'est un fanatique, hein, quand je dis un fanatique, c'est un fanatique des bouillettes psycho, puisqu'il pêche partout avec les bouillettes psycho maintenant. Il nous a montré d'ailleurs un bon exemple sur des pêches récemment où il a pêché directement avec les psychos et il a fait plus de poissons que nous, donc ça je voulais pas trop le dire, mais bon voilà. Et on va passer un petit peu à parler du matériel. Puisque dans les premières années, quand on s'est lancé dans cette pêche, en fait tout simplement on a attaqué à pêcher avec le matériel carpe, tout simplement. Puisque sur le marché il n'y a rien qui est fait, ou qui était fait. Donc là-haut, vous avez donc, un hameçon de 8-0, des hameçons que j'utilise quand je pêchais au vif. Je pêche encore un peu de temps en temps au vif, mais quand je pêchais au vif. Et donc un hameçon numéro 2. Alors l'hameçon qui est en bas, ce sont des hameçons prototypes. Hein. On n'a pas actuellement ces hameçons en vente. Et là, on peut voir une image, c'est John en train de faire un montage. Et en fait, c'est un de nos hameçons, puisqu'on a plusieurs sortes d'hameçons qu'on a en test, avec une nouvelle tresse. Donc après, ce qui est important à utiliser, du moins suivant les endroits, c'est l'armure leader, ce qui compose le corps de ligne. Parce que sur, par exemple, Mequinenza, que ce soit la partie basse ou la partie haute, il y a énormément de moules zébrés. Et les montages, eh bien, si on pêche directement en tresse, c'est un peu galère. Donc du coup on a équipé sur Mequinenza, on a équipé toutes nos têtes de ligne en armure leader. Voilà ce qui restait lors des combats. Donc on voit que c'est toujours le même poste. Hein. Chaque silure qu'on prenait, en fait, même l'armure leader, il avait mal. On était obligé chaque fois de refaire le montage. Et le seul montage qui n'avait pas d'armure leader, parce que je suis un peu têtu, j'ai cassé. Donc voilà. À la suite de ça, au niveau de notre matériel, en fait, comme on avait des cannes à carpe, sur des poissons jusqu'à 37, voire 40 kg, on arrivait à sortir les silures. Mais au-delà de ce poids-là, des poissons de 50, 60, 70, jusqu'à 90 kg, on n'avait pas vraiment ce qu'il fallait pour sortir ces poissons-là. Et quand on pêchait, on savait qu'ils étaient sur notre amorçage. Donc du coup, on a développé il y a 2 ans une canne, la Mirage hybride. En fait, c'est une canne qui fait 10 pieds, 3,30 m, 11. Pardon. Tu vois que j'ai dit des conneries. Je t'avais dit que j'allais dire des conneries. Je t'avais dit que je devrais dire. Donc c'est une canne de 11 pieds. J'ai vachement travaillé. Hein. C'est une canne donc de 11 pieds. Elle a une puissance de 4,5 livres. Elle est conçue vraiment pour le combat, avec un pommeau de combat. Et on n'a pas voulu faire, comme on dit chez nous, comme on dit sûrement ici aussi, une trique. Donc une canne, on voulait prendre du plaisir. Donc on a fait quand même une canne qui avait une action assez intéressante pour pouvoir s'amuser. Et ensuite, vraiment pour sortir des très très gros poissons. Mais qui reste toujours plaisant sur les carpes. En fait, on dirait que c'est presque une canne à carpe forte. Donc pour les zones très encombrées, c'est pour ceux qui pêchent les grands fleuves, quand il faut lancer un gros plan où il y a beaucoup de courant, c'est une canne qui est très bien adaptée pour ça. Mais elle a la puissance quand même pour combattre un très gros silure aussi. Donc, comme on vous l'a dit, on a eu la chance d'avoir beaucoup de départs. Et ce que vous disiez tout à l'heure, John, on voit un bateau un peu plus loin avec sous les arbres au fond là-bas. En fait, c'était les guides de pêche qui étaient installés juste à côté de nous. Donc, John a pris les devants, mais c'est vrai que cette... en fait, au niveau de ce qu'il vous disait tout à l'heure, sur les zones encombrées, ces cannes en fait sont vraiment adaptées aussi à sortir les carpes sur ces zones encombrées. Bon là bien sûr ils font encore les couillons. Donc je vais passer sur ce point assez rapidement mais quand même très important. Comme pour la carpe, il faut protéger le silure. On a fait beaucoup d'erreurs dans les premières années puisque en fait on ne savait pas. Mais à l'heure actuelle sur le marché il existe des tapis de réception XXL
Ils prennent beaucoup de place, certes, mais très indispensable pour protéger le silure. Il y a aussi les bâches. Mettre une bâche, ne serait-ce qu'une bâche de camion. Ce qui est important, même une bâche de camion, si elle n'est pas trop... alors avec de la mousse, il faut, comme vous voyez là sur la photo, un seau d'eau est bien mouillé pour que le silure, en fait, il glisse bien dessus. Un autre accessoire très important, c'est les pinces. Ça paraît tout simple, mais le silure, il a une gueule assez dure. Hein, et quand les hameçons sont plantés dessus, que ce soit sur la partie de la mâchoire inférieure ou sur les côtés du silure, en fait, avec les doigts, c'est très difficile d'enlever les hameçons. Donc, on s'agagne. Et alors, il vaut mieux enlever en fait, tout simplement avec des pinces. Hein, c'est tout bête, on a à côté du tapis des pinces, et puis voilà, quoi. Et la dernière partie qui est assez importante à mes yeux, c'est des gants. Se saisir d'un silure sans gants, beaucoup de pêcheurs le font. Mais il faut savoir que le silure, quand même, il a des toutes petites dents. Et donc, ça crée parfois, quand il bouge, quand on ne le maintient pas bien, ça crée parfois des liaisons, je vais pas le dire, des lésions, voilà, je l'ai dit. Donc, sur les doigts, et franchement, à la longue, c'est assez désagréable, quoi. Donc voilà, bien prendre le silure par la gueule, très fortement, parce que souvent, les petits silures, en fait, ils ont tendance à tourner, à vriller un peu sur eux-mêmes, et en fait, on fait des entorses au pouce, hein, j'en ai déjà fait plusieurs, jusqu'à que la force, je comprenne qu'il fallait vraiment... il y avait une façon de le prendre, quoi. Et l'élément indispensable pour la pêche du silure, en fait, c'est une petite brosse à poil dur, parce que le silure, ça a énormément de mucus, et quand on fait des séances photo, en fait, les t-shirts, ils en prennent beaucoup, quoi. Donc voilà, John est en train d'essayer de nettoyer son t-shirt. Donc voilà, la pêche hybrid style avec un super départ là aussi. Jérôme qui s'y colle, encore lui. Et à l'arrivée, encore un très beau poisson de prix. Voilà, une pêche comme disait John tout à l'heure, une vraie pêche de partage, quoi. Voilà, juste, on arrive vers la fin de notre conférence. En fait, depuis le temps qu'on pratique cette pêche, on a fait des évolutions, aussi bien dans l'approche que dans l'appât. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas trop approché ces appâts spécialement pour le silure. Les hybrides sont en fait pour pêcher carpe et silure en même temps. Et donc là, en réfléchissant, je me suis dit que le silure, c'est quand même un carnassier. Donc il a des autres besoins nutritifs que le carpe. Et en fait, en recherchant, ses besoins de protéines et de graisse sont plus élevés que pour le carpe. Donc un appât plus élevé dans ces éléments serait plus adapté. Et donc les hybrides faits sous le nom que j'ai déposé maintenant, qui s'appelle I4, ces appâts-là sont adaptés pour le pêche de silure. Le silure est plus actif quand l'eau est chaude, donc c'est vraiment bien pour l'été quand l'eau est chaude. Et quand la température est très élevée comme ça, cet appât se prête aussi très bien pour la carpe, mais moins quand l'eau est froide. Et donc dans cette petite gamme, il y a ce que j'ai appelé un bait sauce. C'est des mélanges d'huile et des attractants qu'on peut verser en nappage sur toutes les pellettes froliques, bouillettes, hybrides, pour faire un gros nuage qui attire davantage les silures, et un autre petit booster pour booster le lèche. Et voilà, avec ce type de pêche, les immenses plaisirs qu'on peut avoir des très gros poissons. Antoine avec un monstre. C'était la fin de notre session. J'étais prêt à partir en avion quand on avait juste le dernier départ. Aussi des très grosses carpes sur le Rhône. Ici, Thomas avec un monstre commune sur le Rhône. Et des gros poissons des temps privés avec cette pêche hybrid style. Et voilà, partage d'amitié, ce qu'on fait ensemble, c'est de se prendre plaisir. Et voilà, je vous invite à essayer cette pêche hybrid style parce que c'est vraiment passionnant et amusez-vous bien. Alors, hybrid style.